y a des gens que l'on croit distants. Mais ce n'est pas du mépris. C'est une lucidité qui les met à part. Ils ne sont pas déconnectés du monde par mépris ou par manque d'émotion. Ils sont simplement ailleurs, dans un espace intérieur où règne une forme de silence que peu osent habiter. Ce n'est pas qu'ils soient froids, ils sont présents, mais d'une manière sélective, comme s'ils observaient la vie à travers une vitre invisible. Ils semblent engagés, mais à un autre niveau, un niveau que la majorité ne perçoit même pas. Ce que vous voyez, ce n'est pas de l'orgueil ni une posture de supériorité. C'est quelque chose de bien plus profond, enraciné dans une conscience psychologique subtile. Carl Jung l'avait saisi mieux que quiconque. Il comprenait que l'intelligence, surtout celle qui englobe les émotions et la psychologie, attire naturellement l'individu vers une forme de retrait intérieur. Ce n'est pas un éloignement provoqué par la souffrance ou le rejet. C'est un choix stratégique. Un moyen de préserver l'intégrité de leur esprit affûté. Pour ces esprits éveillés, la solitude ne représente pas un manque. Là où d'autres perçoivent le vide, il entrevoit une forme de clarté rare. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les autres. C'est qu'ils ont appris que les idées les plus puissantes, les prises de conscience les plus transformatrices, naissent dans cet espace calme où le monde ne crie plus. Loin du bruit des sollicitations permanentes. Jung appelait cela le chemin de l'individuation. C'est le voyage vers soi, débarrassé des attentes sociales, des projections collectives et des chaînes affectives imposées par les autres. C'est une route solitaire, mais qui conduit à l'unicité. Et pour les personnes profondément intelligentes, ce chemin devient presque inévitable. Plus on comprend les rouages de l'esprit humain, plus on réalise à quel point les interactions sociales sont façonnées par le besoin, le manque, la peur de l'abandon. Ce ne sont pas des relations pures. Ce sont souvent des mises en scène inconscientes. À un certain moment, l'individu éveillé doit faire un choix, continuer à jouer ce théâtre social ou reculer, s'isoler et s'offrir l'espace nécessaire pour se retrouver vraiment. Ce n'est pas la peur qui motive ce retrait. C'est la sagesse. Une sagesse qui reconnaît qu'il y a un prix à payer pour chaque minute passée à se conformer. Un esprit brillant finit toujours par voir à travers le jeu social. Et ce qu'il y découvre le pousse au silence. L'intelligence n'est pas simplement une capacité de réflexion. C'est aussi la faculté de percevoir ce qui se joue derrière les mots, les gestes, les silences. Et quand cette conscience s'éveille, elle agit comme un projecteur qui éclaire la mise en scène invisible de nos interactions quotidiennes. Ce que la majorité considère comme des échanges sincères, les personnes lucides le perçoivent comme un théâtre permanent. Une succession de masques, de rôles, de réponses préfabriquées. Plus on devient conscient, plus il devient difficile de s'abandonner à ces jeux. On entend ce que les autres ne disent pas. On perçoit l'attente cachée dans un compliment, la peur dissimulée derrière un sourire. On commence à voir les mécanismes de défense, les blessures masquées, les fausses complicités. Et cette lucidité, bien que précieuse, isole. Carl Jung appelait cela le développement de la conscience psychologique. Une capacité non seulement à observer les comportements humains, mais à en décoder les causes profondes. À ne plus s'arrêter à ce que les gens font, mais à comprendre pourquoi ils le font. Cette conscience transforme la façon dont on entre en relation avec le monde. Ce niveau de clarté engendre une sorte de solitude particulière. Ce n'est pas l'absence des autres, mais l'absence de réciprocité profonde. Vous parlez, mais vos pensées doivent être continuellement simplifiées pour être comprises. Vous ressentez, mais vous ne pouvez pas toujours partager sans déranger. Et alors naît cette impression étrange de vivre à deux niveaux, l'un social, l'autre intérieur. Le premier étant une version allégée, traduite, tolérée du second. Le résultat, c'est une lassitude. Une fatigue d'avoir à couper ses pensées en morceaux pour les rendre acceptables. Une usure causée par l'effort constant d'adapter son langage, son énergie, son enthousiasme à ce que les autres peuvent tolérer. Le prix à payer pour rester connecté devient alors un sacrifice de soi. Et les plus éveillés, à un moment, cessent de le payer. Ce n'est pas un rejet des autres. C'est une révolte contre la superficialité. C'est le besoin urgent d'habiter un espace où l'on peut penser librement, sentir sans censure, être sans devoir jouer un rôle. Et cela commence par le retrait. Quand on doit simplifier sans cesse ce qu'on pense pour être accepté, c'est qu'on vit à moitié. Pour beaucoup,
La vie sociale consiste à partager, à échanger, à se sentir intégré. Mais pour les esprits profonds, elle devient parfois une épreuve silencieuse. Parce que pour exister dans le collectif, ils doivent taire une partie d'eux-mêmes, adapter leurs pensées, réduire leur langage, faire entrer l'infini dans un moule. Et ce processus, à force, épuise. Ils se retrouvent dans des conversations où deux choix s'offrent à eux, dire ce que l'on attend ou révéler ce qu'ils pensent vraiment. Et bien souvent, la seconde option fait fuir, dérange, crée un malaise. Alors ils choisissent la première, encore et encore. Mais à chaque fois, ils s'éloignent un peu plus d'eux-mêmes. Ce qu'ils vivent, ce n'est pas seulement une dualité intérieure. C'est une tension constante entre authenticité et adaptation. Ils traduisent leurs pensées complexes en phrases simples, leurs émotions en signaux lisibles. Et cette simplification répétée crée une fracture. Comme si leur vrai moi vivait en retrait, derrière une version édulcorée de leur être social. Ce décalage devient insoutenable avec le temps. On commence à ressentir cette impression étrange d'être à côté de soi. Présent physiquement, mais absent intérieurement. C'est une forme de dissociation subtile, nourrie par la nécessité d'être compris dans un monde qui préfère la légèreté à la profondeur. À ce stade, beaucoup comprennent une vérité dérangeante. Ce que l'on appelle connexion est souvent une illusion. Un jeu de projection. Les autres ne vous voient pas tel que vous êtes, mais tel qu'ils souhaitent que vous soyez. Ils n'aiment pas toujours votre vérité. Ils s'attachent à l'idée qu'ils se font de vous. Et quand cette prise de conscience émerge, le besoin de faire semblant s'effondre. Ce n'est pas une perte. C'est une libération. Jung l'avait perçu avec acuité, l'esprit lucide ne cherche pas à multiplier les liens, mais à approfondir ce qui compte vraiment. La qualité des échanges devient une nécessité vitale. Le reste est du bruit. Alors, l'individu se détache. Non par dédain, mais pour préserver son énergie. Pour éviter de se perdre dans des dynamiques relationnelles où il doit constamment s'ajuster. Il apprend à dire non, à choisir avec soin où et avec qui il investit son attention. Car il sait maintenant que chaque interaction a un coût émotionnel. Voir à travers les gens, ce n'est pas un super pouvoir. C'est un poids dont on ne peut pas se débarrasser. Quand l'intelligence s'accompagne de conscience émotionnelle et psychologique, elle devient une lentille à haute résolution. Rien n'échappe. Vous percevez les peurs dissimulées sous les gestes tendres, les blessures qui parlent à travers l'humour, les attentes non dites qui s'infiltrent dans les conversations. Ce n'est pas un choix, c'est un automatisme. Et cela peut devenir un fardeau. La plupart des gens vivent dans un certain flou émotionnel, ce qui leur permet d'ignorer les contradictions et de suivre le flux social sans se poser trop de questions. Mais pour ceux dont la lucidité est affûtée, rien ne passe inaperçu. Ils voient les incohérences, les stratégies inconscientes, les illusions collectives. Ils assistent à la vie comme on regarde une pièce de théâtre dont on connaît déjà le script. Ce n'est pas du cynisme. C'est une forme de clarté. Et cette clarté, si elle permet de comprendre, empêche aussi de participer pleinement. On ne peut plus faire semblant. On ne peut plus se fondre dans les conversations superficielles sans entendre les dissonances. Et alors naît une forme de solitude invisible. Jung appelait cela la prise de conscience élargie. C'est un état où l'on ne regarde plus les choses seulement pour ce qu'elles paraissent, mais pour ce qu'elles cachent. Où l'on commence à déceler les archétypes, les schémas inconscients, les dynamiques héritées du collectif humain. Cela crée un décalage. Comme si vous étiez en avance sur la scène, seul dans la salle, pendant que les autres continuent de jouer sans se douter que le décor est en carton. Et plus cette conscience grandit, plus le lien avec le monde se complexifie. On écoute, mais on analyse. On observe, mais on ne ressent plus de la même manière. On est là, mais on n'y est plus tout à fait. C'est une forme d'exil intérieur, une sensation de ne pas appartenir complètement. Cette sensation n'est pas un rejet de la société. C'est l'effet secondaire d'un esprit qui ne peut plus se contenter d'interagir à la surface. C'est le résultat d'un regard qui voit au-delà, tout le temps, sans répit. Et cela, dans un monde qui valorise la conformité plus que la lucidité, peut devenir une forme de solitude difficile à expliquer. Quand votre esprit est trop vaste pour les conversations courantes, vous commencez à vivre en deux dimensions. À force d'adapter,
d'arrondir les angles, d'effacer les pointes vives de sa pensée pour rester dans le cercle, on finit par créer deux versions de soi. L'une, fluide et polie, est celle qui navigue dans le monde social, souriante, accessible, prévisible. L'autre, plus rudeuse mais plus vraie, reste tapie dans l'ombre. Elle observe. Elle attend. Elle respire dans le silence. Cette dissociation, les personnes lucides la ressentent comme un écart croissant entre ce qu'elles vivent à l'intérieur et ce qu'elles montrent à l'extérieur. Et cet écart ne cesse de s'agrandir. On parle, mais on pense autre chose. On rit, mais l'esprit est ailleurs. On est là, mais une part de soi n'a pas suivi. Avec le temps, cette fracture devient douloureuse. Elle n'est pas toujours visible, mais elle se manifeste par un sentiment diffus d'inconfort, une perte de sens, une fatigue émotionnelle qui ne s'explique pas. Ce n'est pas un mal-être classique. C'est une alerte intérieure, tu n'es pas aligné. Et alors surgit une révélation dérangeante, une grande partie de ce que nous appelons relation est bâtie sur des projections. Les gens ne vous voient pas réellement. Ils voient l'écho de leurs attentes. Ils n'aiment pas toujours qui vous êtes, mais ce que vous leur renvoyez. Ils s'attachent non pas à votre essence, mais à l'image qu'ils ont construite de vous. Cette prise de conscience déchire quelque chose. Car une fois qu'on la voit, on ne peut plus revenir en arrière. Le besoin de maintenir ces relations superficielles s'effondre. Le désir de plaire disparaît. On ne cherche plus à remplir les vides des autres avec son énergie. On se retire. Pas par amertume, mais par lucidité. Jon l'avait compris, les individus éveillés ne cherchent pas à multiplier les interactions. Ils veulent des liens authentiques. Peu nombreux, mais profonds. Et s'ils ne les trouvent pas, ils préfèrent rester seuls. Non par misanthropie, mais par exigence intérieure. Le détachement devient alors un choix vital. Il sert de rempart contre le gaspillage émotionnel. Il permet de préserver la clarté intérieure dans un monde où les faux-semblants fatiguent plus que la solitude. Et dans ce silence qu'on s'offre, on commence à entendre à nouveau sa propre voix. Celle qu'on avait dû étouffer trop longtemps. Quand tout le monde applaudit le mensonge collectif, pensé par soi-même, c'est devenir étranger au groupe. Il y a une forme d'isolement que peu comprennent. Ce n'est pas l'être rejeté. Ce n'est pas l'être ignoré. C'est penser différemment dans un monde qui pense à l'unisson. C'est ressentir que ce qui semble logique à tous ne l'est pas pour vous. C'est avoir l'impression d'être en décalage permanent, non parce qu'on refuse d'appartenir, mais parce qu'on ne peut plus faire semblant. Carl Jung avait perçu ce phénomène avec clarté. Il parlait de ces individus capables de s'extraire des schémas mentaux collectifs, de ne plus suivre les modèles inconscients transmis par la société, la famille ou la culture. Cette sortie, aussi précieuse soit-elle, a un prix, l'isolement cognitif. C'est cette impression étrange d'avoir un pied dans le monde, mais l'esprit ailleurs. Vous entendez une discussion, mais vous y percevez les peurs, les stratégies, les répétitions historiques. Vous assistez à un débat, mais vous y lisez les dynamiques d'ego, les biais de confirmation, les luttes pour le pouvoir symbolique. Rien n'est jamais juste une discussion. Tout est codé, tout est chargé. Les personnes profondément conscientes ne peuvent plus interagir simplement. Leur regard traverse la surface. Ils voient les angles morts des conversations, les vérités évitées, les silences lourds. Ils entendent les mots, mais leur esprit déchiffre les motivations sous-jacentes. Et cette suranalyse, bien qu'involontaire, les éloigne des échanges ordinaires. Résultat, ils se retrouvent souvent seuls. Non pas physiquement, mais intellectuellement. Ils doivent décoder, traduire, adapter, tout le temps. Même dans les discussions les plus simples. Et cela épuise. Non pas parce qu'ils méprisent les autres, mais parce que leur esprit fonctionne sur plusieurs couches simultanément. Ce que la plupart vivent comme un échange léger, eux le vivent comme un effort massif de compression mentale. Ils doivent cacher certaines réflexions pour ne pas déranger, freiner leur curiosité pour ne pas déstabiliser, camoufler leur lucidité pour rester intégrés. Et cela devient intenable. Alors, peu à peu, ils se retirent. Pas du monde, mais de la nécessité de s'adapter. Ils créent un espace où leur pensée peut respirer, sans contrainte. Où leur lucidité n'est pas un fardeau, mais une richesse. Et dans ce retrait, ils trouvent non pas l'isolement, mais la paix.
Dans un monde qui disperse son attention, l'esprit profond apprend à investir son énergie comme un bien précieux. Vivre avec une conscience accrue, c'est porter une attention constante à ce qui échappe à la plupart. Et cela a un coût. Car cette vigilance, cette lucidité intérieure, consomme une ressource rare et fragile, l'énergie émotionnelle. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le temps qui manque aux esprits brillants, c'est l'espace intérieur. Cet espace qu'on ne peut préserver que par un tri rigoureux de ce qui mérite réellement qu'on s'y engage. Tandis que beaucoup s'éparpillent dans une multitude de relations superficielles, les esprits lucides apprennent à faire le tri. Chaque conversation, chaque présence, chaque lien devient un investissement. Jung l'avait compris, la conscience ne peut se maintenir sans une gestion intelligente de ses ressources. Plus l'on voit, plus l'on ressent, plus cela coûte. Et tout ne peut pas être offert. D'où cette attitude que d'aucuns confondent avec du détachement froid, alors qu'elle relève d'un choix stratégique. Il ne s'agit pas de fuir le lien, mais de préserver la qualité de la présence. D'éviter le gaspillage psychique dans des dynamiques vides, dans des échanges mécaniques, dans des relations qui nourrissent le besoin de reconnaissance mais affament l'âme. Les personnes profondément conscientes apprennent à filtrer, ce que je ressens est-il un appel ou une obligation ? Cette interaction va-t-elle nourrir ma croissance ou drainer mon énergie ? Vais-je sortir de cette rencontre plus claire ou plus vidée ? Ce n'est pas une mécanique insensible. C'est la manifestation de ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle. Cette forme de lucidité mène à une manière radicalement différente de se lier. On ne cherche plus à être disponible en permanence. On ne répond plus à chaque sollicitation. On ne se sent plus obligé de tenir son rôle social. Car on a compris que ce rôle, justement, avait un coût invisible, celui de l'alignement. Mieux vaut une seule relation nourrissante que 10 connexions énergivores. Mieux vaut un échange vrai que sans interaction automatique. Cette logique est à la fois libératrice et déstabilisante pour les autres. Car elle renverse les codes, elle ne cherche pas la quantité, mais la profondeur. Elle ne mise pas sur la visibilité, mais sur l'authenticité. Et c'est là que le détachement prend tout son sens, non comme une rupture, mais comme une hygiène intérieure. Une manière d'honorer ce qui compte vraiment. Ce n'est pas l'éloignement qui isole, c'est l'absence de vérité dans la proximité. Dans une société où l'agitation est constante et la connexion permanente, choisir la solitude semble étrange, presque suspect. Mais pour certains esprits, ce choix n'est ni une fuite ni une faiblesse. C'est une réponse vitale à un monde trop bruyant, trop dispersé, trop saturé de faux liens. Contrairement à la majorité qui cherche à fuir le vide intérieur par le bruit extérieur, les individus lucides ont compris la richesse du silence. Ce que Jung appelait le trésor des profondeurs, cette sagesse qui n'émerge que dans les interstices, là où le mental peut enfin respirer. Pour ces êtres éveillés, la solitude n'est pas un manque. Elle est une présence. Celle de soi. Dans ce vide volontaire, le mental retrouve sa fréquence naturelle. Il n'a plus besoin de se calibrer sur les autres, de se traduire, de se justifier. Il peut explorer, créer, s'étendre. C'est dans cet espace que naissent les visions, les réponses, les compréhensions profondes. Non pas en réaction aux stimulations du monde, mais en dialogue direct avec l'intérieur. C'est ici que le détachement révèle sa vraie nature. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'une mise à distance qui permet de mieux voir. Une manière de créer de l'espace pour que l'imaginaire actif, ce que Jung appelait l'imagination créatrice, puisse s'exprimer. Ce retrait n'est pas un renoncement à la vie, mais une plongée plus profonde en elle. Et paradoxalement, c'est en se retirant du tumulte que ces personnes se reconnectent à leur essence, à leur véritable désir, à leur valeur profonde. Ce lien intérieur devient alors la base, le socle, pour toutes les relations qu'ils choisissent consciemment de construire. Là où la majorité entre en relation pour ne pas se retrouver seuls, les intelligents, eux, s'isolent pour se retrouver entiers. Cette différence de mouvement crée naturellement une incompréhension. Ce qui est perçu comme de la froideur est en réalité une autre manière d'aimer. Une autre façon d'être au monde. C'est une quête de qualité. Une exigence de cohérence. Un besoin viscéral d'être en accord avec soi avant de pouvoir être en lien avec autrui. Le détachement devient alors un rituel de recentrage, un refus de se perdre dans des rythmes qui ne nous ressemblent pas. Et dans ce retrait,
Quelque chose de précieux se forme, une disponibilité nouvelle. Non pas pour tout, ni pour tout le monde, mais pour ce qui est vrai, ce qui est vivant, ce qui élève, ce que l'âme reconnaît comme essentiel.